l'espace, quelles sont ses propriétés. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il est pesant? Est-ce qu'il est massif? Est-ce qu'il est... Bon. Puis regardant, à partir des équations de Maxwell, quelles propriétés physiques il peut bien avoir, on découvre qu'en fait, il n'a aucune propriété physique. Sauf une, qui est que l'éther doit être absolument immobile. L'éther doit être absolument immobile. Ce qui est contradictoire avec le principe de relativité. Et donc, fin 19e, la physique est en crise. Parce qu'il y a deux théories qui marchent toutes très bien, toutes les deux très bien, mais qui sont contradictoires. L'une utilise un éther absolument immobile, et l'autre dit qu'il n'y a rien qui puisse être absolument immobile. Comme Newton est la star à l'époque, personne n'ose remettre en cause la mécanique. Et donc les gens essaient d'insérer l'électromagnétisme dans la mécanique. C'est une longue histoire. Lorentz, Poincaré, etc. s'occupent de tout ça. Et puis arrive Einstein qui dit l'éther me pose des problèmes, je proclame la mort de l'éther, et les problèmes posés par l'éther vont disparaître. Voilà, et ça, c'est la relativité. Qui est un truc énorme, parce que ça veut dire plein de choses. Par exemple, ça veut dire que, du coup, il n'y a plus d'éther, donc les ondes électromagnétiques ne sont plus les modes de vibration de l'éther, ce sont des objets physiques eux-mêmes. Et les ondes sont des objets physiques. Elles se propagent dans le vide. Donc le champ électromagnétique devient un objet physique. Donc en disant l'éther n'existe pas, Einstein invente ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des champs. Et ensuite, il faut en tirer les conséquences. Et Einstein part du principe que le principe de relativité doit être maintenu. Par contre, il doit être exprimé de façon différente en prenant acte du fait que la vitesse de la lumière, la vitesse de l'objet physique particulier qu'on appelle la lumière, est complètement indépendante de la vitesse de la source qui émet la lumière. Alors que nous, on a tendance à penser que si par exemple on est sur un tapis roulant qui avance à 10 km/h, et si sur ce tapis roulant on a une lampe de poche qui va envoyer de la lumière vers l'avant, ben, quelqu'un qui ne serait pas sur le tapis roulant mais qui serait sur le sol immobile à côté, en nous voyant passer, verrait la lumière partir à la vitesse du tapis roulant qui est 10 km/h, plus la vitesse de la lumière qui est 300 000 km/s. Ben, si vous faites la mesure, on trouvera 300 000 km/s. Comme si la vitesse de la source n'avait pas d'effet sur la vitesse de la lumière émise par cette source. Alors, je vais vous le dire de façon encore plus spectaculaire, parce que c'est un truc important à comprendre. À côté de Saint-Michel-sur-Orge, à Saclay, il y a un accélérateur de particules qui s'appelle Soleil, dans lequel on fait tourner des électrons dans un anneau qui fait à peu près 800 mètres de circonférence. Et en fait, on produit ce qu'on appelle de la lumière synchrotron. Parce que les électrons tournent dans l'anneau sous l'effet d'un champ magnétique. Et c'est un peu comme une voiture qui prend un virage. Hein. Une voiture qui prend un virage, ses pneus crissent, ça fait du bruit. Ben là, la façon qu'ont les électrons de crisser dans les virages, c'est d'émettre des photons. Ils émettent de la lumière, tangentiellement à leur trajectoire. Alors maintenant, imaginez que vous êtes à cheval sur un photon, sur un électron. Vous êtes à cheval sur un électron, faites le tour là, à une vitesse qui est proche de celle de la lumière, et par rapport à l'électron sur lequel vous êtes assis, le photon qui va partir part évidemment à la vitesse de la lumière. Maintenant, au lieu d'être à cheval sur l'électron, venez vous asseoir sur une chaise qui est dans le laboratoire dans lequel est installée cette machine. Vous êtes assis sur la chaise et passent devant vous des électrons dont la vitesse est presque celle de la lumière. On va donc dire la vitesse est c, vitesse de la lumière, moins epsilon, epsilon étant tout petit. Okay, donc les électrons passent devant vous et évidemment ils émettent des photons qui par rapport à l'électron partent à la vitesse de la lumière. Donc quelle sera la vitesse de ces photons pour vous qui êtes assis? La vitesse de l'électron, c moins epsilon, plus la vitesse de la lumière, c. Donc 2c moins epsilon. Vous voyez des photons qui passent devant vous à une vitesse qui est quasiment le double de la vitesse de la lumière. Et quand vous faites l'expérience, vous vous rendez compte que ce raisonnement est faux. Les photons passent devant vous à la vitesse de la lumière. Donc que vous soyez assis sur l'électron qui émet la lumière, ou que vous regardiez passer les électrons, la vitesse de la lumière est égale à la vitesse de la lumière. Elle ne dépend pas
de la vitesse de la source qui émet cette lumière. C'est incroyable, ça. Et à partir du moment où vous posez ça, vous êtes obligé de repenser la façon d'exprimer la relativité, ce qui conduit à une nouvelle théorie de l'espace et du temps, qu'on appelle la relativité restreinte, qui contient comme conséquence ultime E égale MC2, etc. Alors pour le dire vite, il ne faut pas y passer la soirée, je veux juste te dire que le problème qu'on a avec la relativité restreinte, quand on veut l'enseigner, c'est qu'elle existe dans la culture commune sous la forme d'une vulgate qui contredit son message. Donc la façon de la faire vivre culturellement contredit le message qui est vraiment le sien. J'ai regardé ça dans les livres de terminale de philo. Il y a un petit chapitre sur la relativité. On dit, en relativité, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Peut-être que vous avez déjà lu cette phrase. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Donc ça veut dire qu'on reprend les mêmes idées que Newton, espace et temps, mais on ajoute une notion supplémentaire qui serait la vitesse d'écoulement du temps, qui serait plus la même pour tout le monde. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la vitesse d'écoulement du temps? Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse en général? Une vitesse, c'est, pour la vitesse d'une voiture, par exemple, c'est la distance parcourue par une voiture pendant une certaine durée. Bon. Donc pour calculer une vitesse, il faut diviser par un temps. Et comme c'est la vitesse du temps même, on prend le temps, on divise par lui-même. C'est intéressant. D'accord? Donc, dire que le temps a une vitesse, ça veut dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. C'est tautologique. Ou alors, si vraiment vous tenez à définir la vitesse du temps, vous direz que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. C'est intéressant. Ça n'a pas de sens de parler de vitesse d'écoulement du temps. Donc déjà, la phrase par laquelle on résume la relativité contient une expression qui n'a pas de sens. Mais on suppose qu'on arrive à trouver un sens à cette phrase, et on imagine la situation suivante. Je suis dans ce référentiel qui est la salle, qui est immobile par rapport à moi. Je prends un livre, n'importe lequel, et je le lis. Et avec ma montre, je chronomètre la durée qu'il me faut pour le lire. Je vais trouver, pour celui-là, j'ai trouvé 2 heures. Il me faut 2 heures pour lire ce livre. Ensuite, on me propose de partir dans une fusée qui va m'emporter jusqu'à la galaxie d'Andromède à une vitesse qui est la moitié de celle de la lumière, par exemple, c'est-à-dire 150 000 km par seconde. On me dit que le voyage va être long, donc j'emporte des bouquins pour me distraire. Et puis j'emporte ma montre. Et dans la fusée, je commence à lire un livre. Et je me dis, mais combien de temps il me faudra pour le lire? Je me souviens de la phrase, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je suis en déplacement dans l'espace, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace, donc la vitesse d'écoulement du temps dans ma fusée va être différente de celle qu'elle était dans cette salle. Donc pour lire ce livre, il me faudra moins de 2 heures ou plus de 2 heures, puisque la phrase ne dit pas dans quel sens ça varie. Faites l'expérience, vous emportez le truc, votre montre, et vous verrez dans la fusée, il vous faudra 2 heures. Il vous faudra 2 heures. Donc la phrase qu'on répète partout vous induit à penser une conclusion qui est fausse. Parce que le principe de relativité d'Einstein, c'est le même que celui de Galilée, c'est le mouvement est comme rien. Donc quand vous êtes dans la fusée, tout se passe exactement comme si vous étiez ici. Donc la phrase ment. Il y a quand même une différence entre Galilée et Einstein. C'est que pour Galilée, quand vous aurez fait votre voyage et que vous comparerez l'heure qu'indique votre montre et la journée du calendrier à celle qui a été recensée dans cette salle, tout le monde sera d'accord. Et le fait de vous déplacer dans l'espace ne changera pas la position qu'indique votre montre par rapport à la position qu'indiquent les montres qui sont restées dans cette salle. Alors qu'Einstein dit, quand je rentrerai, c'est moi qui suis parti ou c'est vous, je ne sais plus, quand je rentrerai de mon voyage, ben vous serez tous morts. Voilà, depuis très longtemps. Et je reconnais que ça fait une différence entre... Mais n'en déduisez pas que j'aurais vécu plus longtemps que vous.
Moi, à ma montre, j'espère vivre, je ne sais pas, 100 ans. Vous, à votre montre, vous vivrez 120 ans. Simplement, ce que dit la relativité, c'est pas il existe un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur. Ce que dit la théorie de la relativité, c'est il existe autant de temps propre, indiqué par la montre que chacun porte, qu'il y a d'observateurs différents. Donc j'ai mon temps propre, vous avez votre temps propre. Si je me déplace dans l'espace par rapport à vous, ça ne change pas mon temps, ça ne change pas le vôtre, mais mon temps se désynchronise par rapport au vôtre. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Finalement, moi j'ai été invité à venir ici ce soir, il y a, je crois, 6 mois. C'est incroyable, 6 mois. J'ai pris l'avion, vous aussi, et on se retrouve à l'heure dite, au bon endroit en plus. Comment c'est possible? Est-ce que 2 électrons pourraient prendre rendez-vous? Prenez un électron qui va quasiment à la vitesse de la lumière, dans un atome, un autre, ils se croisent, on se revoit demain à 15h. Impossible. Impossible. Leur vitesse relative étant très grande, ils ne pourront jamais se retrouver. Puisque le temps propre de l'un va se décaler du temps propre de l'autre. Et donc, ce qui sera 15h pour l'un sera autre chose pour l'autre. Ils ne pourront pas se voir. Nous, on arrive à prendre rendez-vous tout simplement parce que même lorsqu'on prend l'avion ou même un vaisseau spatial, nos vitesses de déplacement relatives, les uns par rapport aux autres, sont négligeables devant la vitesse de la lumière. Et donc, les effets de désynchronisation nous sont cachés par le fait que nos vitesses sont petites. Et si on allait à des vitesses comme celle de la fusée que j'évoquais tout à l'heure, on ne pourrait pas prendre rendez-vous. Les horloges se désynchroniseraient dès qu'un voyage serait accompli par l'un des observateurs. Et donc Einstein, c'est ça, c'est l'idée que le temps est un concept qui ne peut être mesuré que dans un référentiel bien défini. Et si on change de référentiel, alors il faut le calculer autrement, en tenant compte des variables de position. Ils s'entremêlent à l'espace, en fait. Alors, dans cette pièce, par exemple, on est d'accord sur ce qu'on appelle une longueur et on est d'accord sur ce qu'on appelle une durée. Une longueur, c'est ce que je mesure avec une règle, et une durée, c'est ce que je mesure avec ma montre. Donc la séparation entre les deux est nette. Et pour un observateur qui traverserait la pièce à grande vitesse, il y a une partie de ce que j'appelle l'espace qui deviendrait du temps, et il y a une partie de ce que j'appelle le temps qui viendrait de l'espace. Et donc la relativité, c'est ça, c'est l'idée que la séparation entre l'espace et le temps n'est pas un absolu. Elle dépend de la vitesse de l'observateur par rapport au phénomène qu'on a disons, identifié dans un référentiel donné. Bon, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. C'est quand même assez compliqué. J'aurais voulu que tu avances sur un point. Il fait chaud à Saint-Michel. Tu avances sur un point, c'est il y a eu pendant assez longtemps une théorie concernant l'origine de l'univers qui était celle du Big Bang. Et au fond, est-ce que tu crois qu'on en a bougé? On a déjà discuté de ça ici à Saint-Michel. Et en fait, des scientifiques se sont débattus contradictoirement de la valeur de cette théorie du Big Bang pour comprendre l'origine de l'univers. Et en fait, beaucoup ont avancé évidemment l'idée certains ont avancé l'idée, posé la question, en tout cas, est-ce que l'univers a jamais commencé? Et je voudrais te poser cette question du commencement parce que, puisque tu as parlé tout à l'heure du boson de Higgs, qu'est-ce que nous a révélé de ce point de vue le boson de Higgs? Et est-ce que l'accélérateur de particules nous a un peu renseigné sur cette question? Cette découverte en juillet 2012 au CERN a permis de découvrir de comprendre d'où il vient que les particules élémentaires ont une masse. Et si elles ont une masse, on peut dire que ça n'a aucune retombée pratique immédiate, et cette découverte est très importante pour comprendre de quelle nature est la question de l'origine de l'univers. Et c'est de ça que je voudrais que tu parles, parce que là, on a quelque chose qui n'est pas encore totalement résolu. Oui, alors, en fait, il y a 2 questions dans la question. La première, c'est celle de l'origine proprement dite de l'univers. Dans les années 50, on a mis sur pied un modèle qui s'appelait le Big Bang, le modèle du Big Bang, qui s'appuyait sur la théorie de la relativité générale, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était une théorie de la gravitation. Et la gravitation est la force qui domine à grande échelle, donc elle s'applique au cosmos,
Et quand on met dedans toutes les découvertes qui ont été faites au XXe siècle, dans la première moitié, à savoir par exemple l'expansion de l'univers, des choses comme ça, on se rend compte que si on déroule le cours du temps à l'envers, c'est-à-dire si on remonte vers le passé, eh bien l'univers observable devient de plus en plus petit, de plus en plus dense, de plus en plus chaud. Et si vous extrapolez autant qu'il est possible de le faire, vous tombez sur un point, un univers ponctuel, donc de volume nul, qui correspond à une température infinie et une densité d'énergie infinie. C'est ce qu'on appelle une singularité en physique, et on associe à cette singularité initiale l'instant zéro. Et donc on dit il y a l'instant zéro, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, mais à partir de cette singularité, qui est explosive, sont apparus tout ce qui existe, tous les éléments qui existent, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Et ça a posé la question d'origine, puisqu'on a fait une sorte d'amalgame entre ce Big Bang, cet instant zéro qui explose, et puis le fiat lux des religions. Et du coup, il y avait une sorte de concurrence ou de conflit qui apparaissait là entre le discours des scientifiques et le discours des religieux. Et assez rapidement, mais c'est ça qui n'a pas été popularisé, on s'est rendu compte que l'assimilation du Big Bang à l'origine de l'univers était prématurée pour une raison très simple. C'est que l'extrapolation que vous faites dans vos calculs, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est le point capital, s'appuie uniquement sur la relativité générale. Or, dans l'univers, je l'ai dit aussi, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques et il y a les forces nucléaires. Donc vous pouvez toujours remonter par le calcul vers l'instant zéro. Vos calculs seront mathématiquement justes, mais ils seront physiquement faux, puisqu'ils ne décriront pas tous les phénomènes physiques auxquels les particules sont soumises dans ces conditions. Donc vous avez un modèle qui est incomplet. Okay. Et donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire on peut remonter le temps par les équations jusqu'à ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un moment dans l'histoire de l'univers jusqu'auquel, quand on vient du futur, on peut utiliser nos théories pour décrire ce qui se passe, mais en amont duquel les théories deviennent fausses puisqu'elles sont incomplètes. Et la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen d'escalader le mur de Planck, c'est-à-dire de décrire ce qui s'est passé avant cette barrière qui est en fait une barrière théorique. Et je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais il y a plein de pistes, notamment la piste des supercordes que j'ai évoquée. Et le point important, qui est à mon avis un point vraiment capital, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous suivez pour escalader le mur de Planck et décrire l'univers primo-primordial, quand vous appliquez cette piste théorique à la description de l'avant-mur de Planck, le statut de la singularité disparaît ou change complètement. Par exemple, la théorie des cordes, elle prédit que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. Finie, ça veut dire non infinie. Ça veut dire qu'en tout point de son espace et à tout instant de son histoire, la température dans l'univers n'a pas pu dépasser une certaine valeur, qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. Vous voyez qu'il suffit que je dise cela pour que l'instant zéro des anciens modèles de Big Bang, auquel on associe une température infinie, cet instant zéro va passer un sale quart d'heure. Parce que d'après la théorie des cordes, il ne peut pas avoir existé. Et d'ailleurs, quand on remplace, quand on applique, il y a un cours au Collège de France qui est donné par Benediano là-dessus, quand on applique la théorie des cordes à l'univers primordial, ce qu'on appelle le Big Bang devient tout à fait autre chose qu'une singularité. C'est une transition de phase entre l'univers d'avant et l'univers actuel. Donc vous avez en fait un univers en contraction avant, la température monte. Quand elle atteint la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes, la contraction ne peut pas se poursuivre, parce que ça montrait la température. Et donc l'univers rebondit sur lui-même et devient l'univers en expansion qui est le nôtre. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on appelle les théories de pré-Big Bang, la question de savoir ce qu'il y a avant l'origine est une question de physique, pas de métaphysique.
Autrement dit, la conclusion provisoire qu'on peut tenir, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de marier la physique quantique et la relativité générale pour décrire l'univers primordial, la singularité disparaît ou se déplace. De sorte que la question de savoir s'il y a ou non une origine est une question ouverte. Alors que c'est toujours présenté comme une question fermée. On part du principe qu'il y a une origine et on se demande quelle est cette origine. Et des gens répondent. Des gens qui disent, à l'origine de l'univers, il y a ceci. Il y a cette chose, le vide quantique, Dieu, ce que vous voulez. Mais si vous dites que l'origine de l'univers, c'est une chose qui était là au début, de deux choses l'une, ou cette chose a toujours été là, et à ce moment-là, l'univers n'a pas d'origine. Parce que l'origine de l'univers, soyons sérieux, c'est le passage de l'absence de toute chose à l'apparition d'une première chose. Donc penser que l'univers a une origine, c'est penser qu'à un moment, il n'y avait pas d'univers. D'accord ? Donc penser l'origine de l'univers, c'est d'abord penser l'absence d'univers. Donc si vous dites qu'à l'origine de l'univers, il y a une chose qui a toujours été là, c'est que l'univers n'a pas d'origine. Et si au contraire, cette chose que vous mettez à l'origine n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et à ce moment-là, ce n'est pas l'origine. D'accord ? Donc, c'est du lourd. C'est-à-dire la question de l'origine, c'est une question qui met le logos ou l'intellect en face d'apories qui ne sont pas si simples. Par exemple, il y a une autre question qui n'est jamais posée, c'est est-ce que l'origine de l'univers fait partie de l'univers ? Un Kant disait, l'origine de l'univers est à chercher hors de l'univers. Elle doit être transcendante par rapport à l'univers. Mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que l'origine de l'univers fait partie de l'univers ? C'est un moment de l'univers ? Ou est-ce que l'origine est quelque chose d'extérieur à l'univers, une sorte d'impulsion, de création ? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est sur le boson de Higgs. Alors, il faut se méfier quand les physiciens expliquent leurs découvertes. Souvent, ils font ce qu'on appelle du hype, c'est-à-dire ils exagèrent. Et sur le site du CERN, il y avait une phrase la recherche du boson de Higgs, ou la quête du boson de Higgs, va nous aider à comprendre l'origine de l'univers. C'était un peu exagéré. Parce que, vous voyez, quand on fait des collisions de protons au CERN, chaque proton a l'énergie d'un moustique en vol. L'énergie d'un moustique. On sait beaucoup pour une particule, parce que dans un moustique, l'énergie totale est distribuée sur les milliards et les milliards de particules qui sont dans le moustique. Donc l'énergie par particule est très faible. La densité d'énergie dans la matière ordinaire, dans un verre ou une table, c'est très peu. Or, grâce aux accélérateurs, on donne à une seule particule autant d'énergie qu'un moustique. Donc la concentration d'énergie est énorme. Et bien ce qu'on fait dans les collisions du CERN, c'est qu'on recrée les conditions physiques qui étaient celles de l'univers lorsque l'énergie des particules était celle d'un moustique en vol. Ok ? Donc on va dire c'est super, extraordinaire, etc. Sauf que le mur de Planck, qui était juste avant, correspond à des conditions physiques où l'énergie des particules était celle d'un TGV en circulation. D'accord ? Un TGV, c'est pas un moustique. Donc on est très loin de pouvoir réaliser en laboratoire les conditions physiques qui étaient celles du mur de Planck. Donc c'est juste pour dire que voilà, c'est pas si simple de remonter dans l'univers primordial. On va redémarrer la machine dans quelques semaines avec une énergie double de celle qu'on avait dans les années précédentes. C'est-à-dire on va donner au proton l'énergie de 2 moustiques en vol. C'est pas encore le TGV. Donc il faut avoir ça, ces chiffres-là en tête. Ensuite, le boson de Higgs, c'est une découverte incroyable. Et d'ailleurs, c'est une découverte philosophique négative. Puisque beaucoup de philosophes, à commencer par Aristote, nous ont expliqué qu'il y a bien un lien consubstantiel entre la notion de matière et le concept de masse. Et en fait, l'expérience intellectuelle, essayez d'imaginer ce que serait de la masse qui ne serait pas incarnée en particules de matière. C'est difficile, hein ? La masse qui n'est pas incarnée en objet est quelque chose de très difficile à penser. Réciproquement, essayez d'imaginer ce que seraient les particules de matière qui n'auraient pas de masse. La matière sans masse, c'est vraiment la matière ? Difficile.
sorte que dans notre esprit, la notion de matière va de pair avec la notion de masse. Quand vous pensez matière, vous pensez masse, et quand vous pensez masse, vous pensez matière. Eh bien, ce qu'on a démontré grâce au boson de Higgs, c'est que ce raccourci est faux. Alors comment ça s'est passé? Je le fais court. Mais dans les années 50-60, on décrit les interactions dont j'ai parlé, nucléaires, électromagnétiques, par des théories qu'on appelle les théories de jauge, qui s'appuient sur les principes de symétrie. J'explique pas trop, mais à partir de la donnée de symétrie qu'on associe à chacune des interactions, on arrive à déterminer la structure des interactions. Si ça vous intéresse, regardez, c'est un truc magnifique. Les gars qui ont trouvé ça, c'est des génies, comme Feynman et d'autres. Ils ont trouvé le groupe électromagnétique, qui regroupe les nombres complexes de module 1. À partir de la donnée de ce groupe, ils déterminent la structure de l'interaction. Ils retrouvent l'équation de Maxwell sous forme quantique. Enfin, c'est hallucinant. Et après, ils prennent des groupes pour les autres interactions un peu plus compliquées. Ça marche. Et à partir de ce modèle standard, comme on l'appelle, on peut comprendre toutes les données expérimentales qui viennent des collisions de particules qu'on réalise en Europe occidentale, en Union soviétique, aux États-Unis, etc. Et donc, on a une théorie qui marche. Mais des gens se disent, mais qu'est-ce qui se passerait si cette théorie qui marche était la bonne théorie? S'il était vraiment vrai, qu'est-ce qui se passerait? Là, ce qu'ils ont compris, c'est que si cette théorie était juste, elle impliquerait que toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. L'électron doit avoir une masse nulle, les quarks, ce qui n'est pas le cas. Donc la théorie qui marche si bien a une implication qui est contradictoire avec la mesure. Donc quand il y a une contradiction entre une théorie et des mesures, qu'est-ce qu'on fait? En général, on dit la théorie est fausse. Et les physiciens sont partis vers des pistes théoriques différentes, à essayer de comprendre les interactions avec d'autres ingrédients théoriques. Et il y a 3 gars qui se sont dit, non, non, il faut se souvenir de Galilée. Galilée nous a montré que le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire qu'on peut expliquer le réel empirique, ce qu'on voit, les phénomènes, par des lois qui contredisent ce qu'on voit. Ah oui, les lois physiques contredisent l'observation, au premier abord. Alors par exemple, prenez la chute des corps. Vous laissez tomber des corps lourds en même temps que des corps plus légers. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que les corps lourds vont toucher le sol avant les corps légers. Plus un corps est lourd et plus il tombe vite. Tout le monde voit ça. Et Galilée dit, est-ce que cette loi qui dit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers est vraie? Elle est conforme à l'observation? D'accord. Mais est-ce qu'elle est vraie? Et là, il ne va pas au sommet de la tour de Pise, comme nous racontent les mauvais livres. Parce que s'il était allé au sommet de la tour de Pise pour laisser tomber des boules de pétanque en même temps que des balles de ping-pong, d'accord, en convoquant tous les sorbonneurs de l'époque qui étaient aristotéliciens, mais ils auraient tous vu que les boules de pétanque touchent le sol avant les balles de ping-pong. Il n'y a pas besoin d'être Aristote ou Galilée pour le constater. Donc les aristotéliciens arrivent là, voient l'expérience et disent on sait depuis 1600 ans, merci. Donc Galilée n'a jamais fait cette expérience. D'ailleurs, on n'a aucune trace dans ses écrits, alors c'est quelqu'un qui notait tout. Non, Galilée démontre que la loi qui dit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers est nécessairement fausse. Et pour le démontrer, il n'est pas nécessaire de faire une expérience réelle. Il suffit de faire une expérience de pensée, c'est-à-dire d'imaginer une situation qu'on peut donc penser sans avoir besoin de la réaliser, qui démontrerait par le raisonnement que la loi d'Aristote ne peut pas être vraie. Et cette expérience, il la raconte dans un livre qui s'appelle Discours sur les 2 systèmes du monde, livre dans lequel il y a 3 personnages, vous savez, l'un est le porte-parole de Galilée, il s'appelle Salviati, et il dit la chose suivante, il y a l'expérience de pensée, parce qu'il y a un si dedans, si, on prend une pierre lourde, on prend une pierre plus légère. Aristote nous dit que la plus lourde va tomber plus vite que la plus légère. Ok, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe si je mets une ficelle entre les deux? Si je relie la plus légère à la plus lourde par une ficelle, l'ensemble formé par les deux est plus lourd que la pierre la plus lourde. Donc d'après Aristote, l'ensemble va tomber plus vite que la pierre lourde lorsqu'elle est seule.
D'accord? D'accord. Mais en même temps, dans la chute, la pierre qui est plus légère va tomber moins vite, donc la corde va se tendre, donc elle va faire parachute. Donc l'ensemble va tomber moins vite. Donc la même loi d'Aristote appliquée à ce système aboutit à deux conclusions qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Comment résoudre le paradoxe? En disant que la pierre lourde tombe exactement à la même vitesse que la pierre la plus légère. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Ok? Donc si vous voulez comprendre ce que vous voyez à partir de cette loi, vous devez réinterpréter les données ou les observations et dire que quand vous faites tomber des corps, il y a la gravité qui fait tomber tous les corps de la même façon, ok? Et il y a une autre force qui est la résistance de l'air, qui agit cinématiquement de façon différente sur les objets lourds et les objets légers, et c'est elle, et seulement elle, qui crée la différence de vitesse que vous observez. Donc il ne faut pas mettre sur le dos de la gravité ce dont elle n'est pas responsable. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée de base, les lois de physique contredisent l'observation. Et je reviens maintenant en 1964, trois physiciens, deux qui se connaissent, Robert Brout et François Levert, publient un papier en juin 1964, un papier d'une page et demie, une page et demie de calcul, à propos de cette prédiction du modèle standard qui dit que les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. Ils disent peut-être que les équations ont raison. Peut-être qu'en effet, les particules élémentaires ont une masse nulle. Et c'est nous, physiciens, qui nous trompons depuis Newton sur la signification de la masse. Au lieu de dire que la masse est une propriété intrinsèque des particules élémentaires, c'est-à-dire une propriété qui vient d'elle-même, en quelque sorte, les particules auraient une masse du fait qu'elles sont de matière. Le raisonnement tout à l'heure. Pourquoi ne pas imaginer qu'elles n'ont pas de masse, mais que nous croyons qu'elles en ont une parce qu'en fait, elles interagissent avec le vide qui n'est pas vide. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que la masse des particules est une propriété secondaire qui vient du fait que des particules sans masse interagissent avec le vide qui n'est pas vide. Et donc ils imaginent que dans le vide, il y a un champ, qu'on appelle un champ quantique. Pour se donner une image, ça peut être un champ de neige. Il faut imaginer dans le vide, il y a un champ de neige omniprésent qui se caractérise par l'épaisseur de la neige à un endroit donné. Et ce qu'on voit, c'est que ce champ a la même épaisseur partout, il est homogène. Donc il faut imaginer que dans le vide, il y a de la neige partout, c'est une métaphore, c'est pas de la vraie neige. Et dans ce contexte, il faut imaginer que les particules élémentaires ont une masse nulle, contrairement à ce qu'on croit, elles ont bien une masse nulle. Mais elles ont aussi des skis. Elles ont des skis aux pieds qui sont plus ou moins bien fartés. Les particules qui ont des skis très bien fartés glissent sur la neige sans frottement. Nous qui les regardons, nous disons tiens, elles vont à la vitesse de la lumière et leur masse est nulle. C'est le cas par exemple du photon. Et puis les particules qui ont des skis mal fartés vont frotter sur la neige, iront moins vite que la lumière. Et nous qui la regardons passer, nous dirons elles ont une masse non nulle. Vous voyez que dans ce schéma-là, le statut de la masse est complètement changé, qui devient une mesure de la mauvaise qualité du fartage des skis des particules. Et c'est plus du tout une propriété des particules. Ensuite, il faut prouver que c'est juste. Et donc ça, c'est un gros boulot, c'est 48 ans de travail. Et il faut construire le LHC, 27 km de circonférence, 4 milliards d'euros, 20 000 physiciens, des détecteurs de particules qui n'entreraient pas dans Notre-Dame, tellement ils sont gros, etc., etc. Et en juillet 2012, on a vu les quantas de ce champ, il y a les particules associées à ce champ, qui sont les bosons de Higgs. Or, le boson de Higgs, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour revenir à la question cosmologique que posait Antoine à l'instant, ça a des incidences en cosmologie. Parce que l'idée qu'on a, c'est que dans l'univers primordial, le vide était vide. Les particules élémentaires étaient sans masse. Donc l'électron n'avait pas de masse, les quarks n'avaient pas de masse, etc. Et ces particules se propageaient dans le vide à la vitesse de la lumière, parce qu'elles n'avaient pas de masse. Et puis tout d'un coup, il y a eu ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie,
qui a fait apparaître le champ de Higgs partout dans l'univers. Ce champ s'est installé. Les particules qui n'avaient pas de masse interagissent avec lui, donc acquièrent une masse. En relativité d'Einstein, pour qu'un observateur ait un temps propre, il faut qu'il ait une masse non nulle. Donc avant le champ, les particules qui n'avaient pas de masse n'avaient pas de temps propre. Quand le champ apparaît, elles ont une masse, donc un temps propre. Donc l'apparition du champ de Higgs, c'est le démarrage du temps de la matière. C'est quand même pas rien. Alors vous pourriez me demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une brisure spontanée de symétrie? Une brisure spontanée de symétrie, c'est une situation dans laquelle, correspondant à une description qu'on en donne, qui est plus symétrique que la situation elle-même. Je vous donne un exemple. Il paraît qu'il y a des endroits, en France ou ailleurs, où on trouve des maris qui cherchent des jeunes filles et des jeunes filles qui cherchent des maris. Vous avez peut-être connu ces endroits, des bals, des soirées. Donc les maris cherchent des jeunes filles et les jeunes filles cherchent des maris. Quand on entend ça, on dit tiens, c'est un énoncé symétrique. Les filles cherchent des maris, les maris cherchent des filles, c'est symétrique. Tout le monde cherche quelqu'un. Mais quand on regarde la réalité de la situation, c'est pas symétrique du tout. Parce que les maris cherchent des jeunes filles qui sont des jeunes filles, alors que les jeunes filles cherchent des maris qui ne sont pas encore des maris. D'accord? Donc c'est pas symétrique. Ou autre façon de dire la même chose, quand vous êtes à l'étranger, invité à dîner autour d'une table qui est circulaire, il y a des assiettes, des chaises, et entre les assiettes, il y a des morceaux de pain. Alors, quel est le morceau qu'on doit prendre, à gauche ou à droite? C'est une règle qui date. C'est une règle qui n'est pas normée internationalement. Il y a des endroits c'est à droite, des endroits c'est à gauche, il y a des endroits c'est pas défini. Donc comment on fait? Si autour de la table il y a 2 Russes, 3 Anglais, un Américain, il faut que quelqu'un se décide. Je prends à gauche et tout le monde va prendre à gauche. Sinon, ça va coincer. Et bien faire ça, c'est faire une brisure spontanée de symétrie. C'est-à-dire que la situation effective dans laquelle vous êtes est moins symétrique que la situation théorique qui était là au départ. Et ce qui s'est passé dans l'univers, c'est que le vide tel qu'il existait avant était un vide qui avait plus d'énergie que le vide qui a le champ de Higgs. Le champ de Higgs minimise l'énergie du vide et du coup on a un vrai vide qui apparaît après qu'un faux vide ait commencé. D'ailleurs, la chose marrante, c'est que la masse du boson de Higgs est compatible avec le fait que le vide quantique dans lequel on est instable. C'est un vide métastable, c'est un jour et ça va basculer vers un vrai vide par effet tunnel. Et ça sera fini de... C'est même pas de la Terre, hein. Ça sera fini de l'univers. C'est pas pour tout de suite, mais... En fait, c'est pas pour tout de suite, mais ça peut arriver d'un instant à l'autre. Alors, regardez. Je vous ai dit, avant le champ de Higgs, les particules n'ont pas de temps propre, n'ont pas d'horloge en fait, et vont à l'effet de la lumière. C'est une espèce d'objets désincarnés qui n'ont pas de masse. Tout d'un coup, le champ de Higgs apparaît, les particules acquièrent de la masse, et le temps propre des objets matériels se met en marche. Or, le vrai nom du boson de Higgs, c'est le boson scalaire de Higgs. Alors, il y a des gens qui l'appellent le boson scalaire, pardon, Englert, qui est belge, et n'a jamais accepté qu'on donne le nom de Higgs à cette particule, parce que Englert et Brout avaient publié leur papier en juin 1964, alors que Higgs l'a publié en juillet. Donc, Englert et Brout ont publié avant Higgs, mais les Américains, quand ils ont écrit le Lagrangien du mauvais standard, se sont trompés dans la chronologie. C'est pour ça qu'on parle du boson de Higgs plutôt que du boson de Englert. Donc Englert n'a jamais été content, et après la découverte, il savait qu'il aurait le prix Nobel, et il a vraiment milité pour que ce boson s'appelle le boson scalaire. Parce que le champ associé est un champ scalaire, c'est un champ qui est défini par un seul nombre, c'est un champ scalaire. Donc il est venu en France faire des conférences, on l'a reçu au laboratoire, etc. Et à table, il a expliqué que voilà, il fallait l'appeler boson scalaire. On lui a dit, mais boson scalaire, c'est pas terrible comme appellation, parce qu'il y a une anagramme de boson scalaire qui est bien sans alcool. Le boson scalaire, ça fait bien sans alcool. Alors,
Engler, qui est belge, allez, pour un belge, une pierre sans atome, c'est pas possible. Et là, il a accepté qu'on l'appelle autrement, et aujourd'hui, on l'appelle le boson H. Mais il y a une autre anagramme du vrai nom du boson scalaire, qui est le boson scalaire de Higgs, qui est l'horloge des anges ici-bas. Et ça correspond exactement à ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire c'est la mise en route du champ qui permet aux particules d'avoir une horloge qui corresponde à leur temps propre et qui démarre la chronologie de l'univers. Donc, ce n'est pas une découverte qui nous renseigne sur l'origine de l'univers proprement dite, mais c'est une découverte qui a des incidences en cosmologie sur ce qui s'est passé, non pas à l'origine, si tant est qu'il y ait une origine, mais dans les phases les plus chaudes qu'on puisse connaître de l'univers. C'est-à-dire que c'est des phases qui correspondent à peu près 10-13 secondes après le temps de Planck. Voilà. Bon, alors, évidemment, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je vais m'arrêter pour que vous puissiez poser les vôtres et que vous ayez la parole. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, j'ai pas tout compris, hein, mais j'ai compris le mouvement. Bon, alors allons-y. En haut, la dame en haut là. Relevez la main. Merci pour cette explication fantastique. De ce champ quantique, j'ai juste une question sur... Enfin, du coup, ça, parmi les questions qui me viennent à l'esprit, la principale, c'est est-ce qu'on a des idées sur la façon dont ce champ est apparu? Ce champ à partir duquel on a la rupture de symétrie qui engendre le démarrage de la chronologie et donc de tout le reste. J'ai employé le mot, hein, brise spontanée de symétrie, ça veut dire que regardez, si je mets mon stylo comme ça, je suppose qu'il n'y a pas cette petite partie-là qui brise la symétrie, mais j'imagine que ce stylo, il a une parfaite symétrie cylindrique. D'accord ? Donc si je le mets comme ça, la symétrie est parfaitement réalisée, c'est-à-dire toutes les directions sont équivalentes, et si je fais tourner le stylo autant de fois que je veux, ça n'aura pas d'effet sur sa description physique. Ok ? Maintenant, je lâche. Il tombe dans une direction particulière qui brise la symétrie. C'est-à-dire que l'état final est moins symétrique que l'état initial. Mais cet état-là correspond à un minimum d'énergie par rapport à celui-ci. Donc, si vous voulez, quand on minimise l'énergie d'un système, on peut le mettre dans une situation où il est moins symétrique qu'au départ. Autrement dit, un état qui minimise l'énergie peut être moins symétrique qu'un état où la symétrie est maximale. Et une brise spontanée de symétrie, c'est ça, c'est quand le système évolue, il brise sa symétrie pour abaisser son énergie. C'est l'équivalent de la chute des pommes. La pomme tombe pour minimiser l'énergie. Là, la chute se fait dans un sens qui va réaliser une symétrie moins forte qu'au départ. Et donc, on pourrait dire que l'univers est né avec une symétrie trop forte, et l'installation du champ de Higgs lui a permis de réduire cette symétrie en minimisant son énergie. Quelle est l'origine de ce champ? Non, c'est déjà compliqué d'expliquer comment il est apparu, mais alors d'où vient qu'il est apparu? Pourquoi il est apparu? Alors, simplement, il y a des gens qui disent, on écrit ça partout, si le champ n'existait pas, on n'aurait pas de masse. Il n'y aurait pas de masse dans l'univers, et c'est complètement faux. Si le champ n'existait pas, vos particules élémentaires n'auraient pas de masse. Et vos électrons n'auraient pas de masse, vos quarks n'auraient pas de masse. À notre corps, il y a essentiellement des atomes, donc des protons, des neutrons, des électrons. Les protons et les neutrons sont faits de quarks, donc, sauf votre respect, vous êtes tous des sacs contenant des quarks et des électrons. C'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, mais... Et si vous imaginez que toutes ces particules qui vous constituent avaient une masse nulle, mais vous continueriez d'avoir de la masse. Parce qu'en fait, la masse de vos constituants alimentaires, c'est à peu près 4 ou 5% de votre masse totale. Donc, d'où vient votre masse?
si les particules qui vous constituent